Bonjour, c'est Mitiko Miller de Famille en Harmonie, ici à Montréal. Je réponds à la première question qu'on m'a posée à plusieurs reprises ce mois-ci. Il se passe des choses clairement dans la compréhension de la parentalité. C'est est-ce que j'utilise un time-out si mon enfant agit mal? Alors on m'a donné l'exemple à plusieurs reprises de j'ai un enfant qui me mord ou qui me frappe. Il faut que je fasse quelque chose. Évidemment qu'on fait quelque chose. Alors j'aimerais rappeler un premier principe. La parentalité positive ou la parentalité consciente, c'est une parentalité qui prend du recul. Alors c'est sûr que quand un enfant frappe ou mord, on veut intervenir tout de suite, on utilise ce qu'on appelle la force protectrice. Et la force protectrice, c'est vraiment cette notion que j'utilise le minimum de force pour assurer la sécurité de tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre intention, c'est de s'assurer que notre enfant est en sécurité, parce que souvent, quand un enfant crie ou frappe ou mord, c'est qu'il est en état désorganisé et il a besoin de se sentir en sécurité pour redescendre à un état intégratif. Alors, comment on fait ça? On appelle ça en fait un arrêt d'agir. Un arrêt d'agir, c'est qu'un enfant mord un autre enfant, j'interviens. Un enfant traverse la rue à l'âge de 2 ans, j'interviens. Et qu'est-ce qui va le distinguer de juste une punition? C'est mon intention. Mon intention, c'est de m'assurer que tu sois en sécurité. Et donc, la manière que je vais intervenir va être pleine d'amour. Et elle va être aussi ferme. Donc, au fond, c'est vraiment de se dire que une parentalité positive, ce n'est pas une parentalité gentille, c'est une parentalité qui guide et qui assure la sécurité de nos enfants, là où ils sont rendus. Pour moi, un time-out a l'intention de punir, puis dire, toi, il faut que tu ailles réfléchir. Et dans ma perspective, un enfant avant l'âge de raison n'a pas, quand on le met en time-out, il n'a pas la capacité de réfléchir. Il est juste complètement désorganisé et il y a besoin de sentir que le parent guide apporte cette sécurité pour redescendre. Et cette sécurité-là, ça peut être de l'emmener, de le rediriger dans une pièce où il n'est pas trop surstimulé. Ça peut être de l'envelopper par notre empathie corporelle en disant « Là, les gens ont besoin de se sentir en sécurité, toi y compris, je t'emmène dans une autre pièce et on va respirer ensemble. » Mais c'est sûr qu'un enfant désorganisé ne va pas répondre « Oui, maman, bien sûr. » Il ne va pas se calmer immédiatement. On a besoin de nous-mêmes être en un état intégratif, c'est-à-dire capable d'empathie, capable de solution et capable vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et souvent, nous, quand on voit notre enfant mordre ou frapper, on part dans notre mental en disant « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que mon enfant agisse comme ça? » Ou « Qu'est-ce qui se passe? » Ou « Est-ce que ça va devenir un tueur en série? » Et c'est important de se rappeler qu'un enfant se développe. Et si on a cette confiance que nous avons toutes les compétences pour pouvoir guider cet enfant à développer des capacités au fur et à mesure qu'il grandit, on a la confiance qu'il y a une évolution. Alors, c'est sûr que la parentalité consciente, contrairement à une parentalité qui est plus punitive, va vraiment épouser le cheminement d'un enfant au fur et à mesure qu'il se développe. Et pour quelqu'un qui a tendance à vraiment avoir des angoisses ou des anxiétés, ça peut être terrifiant en se disant « Mon Dieu, mais il continue à frapper, il continue à mordre même si j'interviens. » Oui, parce que on suit le développement de l'enfant et on assure cette sécurité jusqu'à temps qu'ils soient capables de développer leur propre sécurité intérieure. Ils se co-régulent à nous jusqu'à temps qu'ils soient capables de se réguler par eux-mêmes. Et je vous rappelle que le développement du cerveau, c'est jusqu'à 25 ans. Et puis l'autre chose aussi que je vois beaucoup, c'est que c'est tout un challenge d'apprendre à accueillir notre propre frustration en tant qu'enfant. On a plein d'élan, on a envie de faire plein de choses.
Alors c'est sûr que quand quelqu'un nous dit non, ben c'est tout un processus d'apprendre à accueillir le « Ah, mais j'aurais tellement aimé ça !» Et ça, c'est notre job de parents, d'accompagner cette frustration, cette déception. « Oh mon Dieu, mais j'aurais tellement aimé avoir de la crème glacée. » Et là, on me dit non. Alors, notre travail en tant que parent, c'est pas juste de s'arrêter à dire non, c'est accompagner toute cette frustration, cette déception. Et c'est souvent une chose dont on a peur, nous les parents, la frustration, la déception. On se dit, oh mon Dieu, mais pourquoi mon enfant vit ça? Je fais tout ce qu'il faut pour que mon enfant soit heureux. Eh bien, dans mon expérience, la frustration, la déception, la joie, la tristesse, ça fait partie de notre système d'être humain pour retrouver notre joie. Et on doit traverser ces émotions-là pour pouvoir retrouver cette homéostasie, ce bien-être. Et donc la déception, pour moi, c'est une émotion qui est très importante à développer lorsqu'on est petit, d'accueillir que je ne pourrai pas avoir ce que je veux. Et donc comment je peux, à titre de parent, me dire que non seulement je guide mon enfant à développer des compétences, mais ça sous-entend aussi que je prends du temps, moi, pour développer des compétences. Comment je fais pour accueillir la déception d'un enfant? Comment je fais pour accueillir la frustration d'un enfant? Et d'une manière efficace, bien entendu. Peut-être que j'ai besoin de vraiment accueillir le fait que ça m'embête vraiment de voir un enfant malheureux ou qui fait des crises. Ça m'irrite. Et donc, j'ai besoin de prendre du temps pour trouver à l'intérieur de moi la capacité à rester en état intégratif et la capacité d'être en paix avec le fait qu'un enfant peut vivre toutes sortes d'émotions. Une autre chose qui fait que la plupart des enfants d'un jeune âge frappent ou mordent, c'est quand ils ne sont pas reconnus. Alors, attention, hein, reconnu, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'il va avoir ce qu'ils veulent. Ils ont besoin d'être entendus dans leur réalité d'enfant, au même titre que nous avons besoin d'être entendus dans notre réalité d'adultes, et de personnes, et de femmes, ou de parents, ou de citoyens. Et qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on ne se rend pas compte qu'on donne des ordres, qu'on dit, ben voilà, non, non, c'est ça, va te brosser les dents. Mais je veux pas, va te brosser les dents. Mais je veux pas. Oui, mais c'est important que tu aies les dents propres et tout ça. Et on mesure pas, en fait, qu'on n'est pas dans une posture bienveillante. On est dans une posture où on veut gagner, où on se dit, ben non, mais attends, là, franchement, y a rien là, brosse-toi les dents, quoi. Et on oublie que, en fait, c'est quand on se sent entendu qu'on peut entendre. Et donc, parfois, c'est de dire, ouais, c'est l'heure de se brosser les dents. Ah, ben j'ai pas envie. Ah ouais, c'est sûr que ça fait pas sens pour toi ou c'est pas agréable parce que tu es en train de jouer en ce moment puis t'as pas envie d'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que tu te gardes en santé et en même temps te permettre de jouer un petit peu plus longtemps? Donc, je pense que souvent, nous les parents, on a peur des émotions de nos enfants. Et en ayant peur, ce qu'on dégage dans ces moments-là, c'est de la non-sécurité. Et donc, on a vraiment besoin de se dire que ça fait partie de la vie d'accueillir des émotions d'enfant. Et moins on a peur, moins longtemps ça dure. Et plus on se donne des outils pour que ça soit quelque chose qui dure quelques minutes. Et à un moment, l'enfant, parce qu'il se sent entendu, coopère davantage. Alors voilà, c'est ma première réponse à une question formidable. Je vous remercie et on se retrouve le mois prochain. En passant, joyeuses fêtes.